Votre honneur, cette femme âgée ne comprend clairement pas la loi. Le marteau s'abat alors que la voix de Bradley Thompson retentit dans la salle d'audience. Eleanor Washington reste immobile à la table du plaignant, ses mains usées soigneusement croisées. Le jeune avocat claque son porte-documents en cuir et s'avance vers elle, son costume coûteux brillant. Il arrache des documents à son assistant et les agite devant le visage d'Eleanor. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne pense pas que quelqu'un de votre milieu comprenne les complexités de Baker contre Westfield. Peut-être devrais-je l'expliquer en termes plus simples. La salle d'audience pousse un cri de surprise. Bradley se penche sur Eleanor, pointant les documents et articulant bruyamment chaque terme. Il roule des yeux vers le jury, mimant la confusion, puis interrompt Eleanor d'un geste méprisant qui renverse presque son verre d'eau. Laissez-moi vous expliquer ça, poursuit-il, la contournant tel un prédateur. Le précédent ici signifie que votre petit centre communautaire ne bénéficie pas de protection. Vous comprenez au moins cela? La petite fille d'Eleanor, Olivia, se lève à moitié, le visage rougi par la colère. L'huissier avance, la tension monte. Bradley ricane, réajustant sa cravate, tandis qu'Eleanor serre sa canne avec dignité. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'Eleanor détient un secret qui va bientôt ébranler sa confiance. Point dehors. Eleanor descend d'une modeste berline, s'appuyant sur sa canne tandis qu'Olivia l'aide avec sa vieille serviette en cuir. Le palais de justice se dresse, colonne de marbre étincelante. Eleanor redresse sa robe bleu marine et ses épaules. Tu es sûre de toi, mamie? Demande Olivia nerveusement. À 28 ans, c'est sa première grande affaire. Nous nous sommes bien préparés, répond Eleanor en lui tapotant la main. Souviens-toi toujours de ce que je te dis, la loi n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort, termine Olivia avec un sourire. Elle monte les marches lorsqu'une berline noire s'arrête. Bradley en sort, costume impeccable et lunettes de soleil de créateur étincelantes. Son assistant peine avec les porte-documents. À l'intérieur de la salle de pré-procès, Bradley aperçoit Eleanor et Olivia disposant leur dossier. Thompson et associés, représentant Meridian Développement, annonce-t-il bruyamment, tendant la main à Olivia en ignorant presque Eleanor. Olivia Washington, représentant le Westside Community Center, répond-elle fermement. Et voici ma co-avocate, Eleanor Washington. Bradley ricane. Affaire de centre communautaire? Vieux bâtiment de Maple Street. Ça devrait aller vite. Eleanor s'avance. Monsieur Thompson, j'aimerais discuter des règlements de zonage. Gardons ça pour le tribunal, l'interrompt-il, s'adressant plutôt à Olivia. Votre première affaire, n'est-ce pas? Un choix audacieux. La greffière entre, distribuant des dossiers. Elle sourit chaleureusement à Eleanor. Ravi de vous revoir, mademoiselle Washington. Au tribunal, Eleanor sort un carnet usé de son sac, rempli de notes accumulées depuis des décennies. Elle en relit une page, puis le referme lorsque la juge Harriet Morris fait son entrée. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Harriet Morris. La salle se lève. La juge Morris, connue pour son équité et sa rigueur, examine l'affaire, puis fait signe à Bradley. Votre honneur, commence-t-il avec aisance, avançant avec assurance. Meridian représente le progrès et les opportunités. Bien que nous respections l'attachement au bâtiment, nous ne pouvons pas laisser les sentiments primer sur des décisions d'affaires rationnelles. Les plaignants veulent vous faire croire que ce centre dépassé mérite protection, mais les faits. ITS et la loi prouvent le contraire. Olivia se lève, les mains tremblantes mais la voix ferme. Elle parle de l'histoire du centre et de son rôle pour les entreprises noires depuis les années 1950, soulignant les acquisitions discriminatoires de Meridian. Objection, interrompt Bradley. Allégation non fondée. Je ne fais qu'établir le contexte, réplique Olivia. Préjudiciable, monsieur Thompson, coupe la juge Morris. Laissez mademoiselle Washington poursuivre. Bradley marmonne à son collègue, perte de temps pour le tribunal. Le témoin de Meridian, le responsable de la planification, témoigne des avantages économiques. Olivia le contre-interroge, posant des questions sur les sites alternatifs. Elle hésite sur les termes de zonage. Bradley ricane. Peut-être que la partie adverse aurait besoin d'un rappel. Eleanor griffonne une note et la glisse à Olivia. En la lisant, Olivia reprend confiance. Est-il vrai que votre entreprise a contourné le processus d'examen historique en déposant sous la section 47B au lieu de la procédure standard? Le témoin hésite. Je devrais consulter notre équipe juridique.
L'arrogance de Bradley s'efface. Il regarde Eleanor avec suspicion, la voyant calme et impénétrable. Lorsqu'Olivia termine, Eleanor lève la main. Votre honneur, j'aimerais m'approcher du banc. Bradley bondit. Objection. Madame Washington n'est pas avocate inscrite. Je demande à être ajoutée comme co-avocate, dit Eleanor calmement. La juge Maurice vérifie ses titres, puis hoche la tête. Demande acceptée. Bradley soupire bruyamment. Une perte de temps. Amateurisme total. Eleanor se lève, lit sa robe et s'approche de la table avec une autorité tranquille. La salle d'audience observe tandis que sa canne résonne doucement sur le sol. Monsieur Daniels, s'adresse-t-elle au témoin. Pourriez-vous expliquer l'évaluation de l'impact communautaire que votre entreprise a réalisé? Objection, interrompt. T. Bradley. Je cherche à établir si les procédures appropriées ont été suivies, répond Eleanor. Rejeté, dit la juge Maurice. Eleanor poursuit son interrogatoire méthodiquement. Bradley l'interrompt avec des objections, la plupart rejetées. Finalement, lorsqu'Eleanor pose une question sur l'impact communautaire, Bradley saisit l'occasion. Objection, votre honneur. Irrecevable en vertu de Baker contre Westfield. La juge Maurice se tourne vers Eleanor. Bradley ne l'attend pas. S'avançant au centre, il déclare. Si vous le permettez, votre honneur, Baker contre Westfield a clairement établi le cadre pour l'admissibilité des preuves d'impact communautaire dans les litiges de zonage. Bradley se lance dans une longue explication, utilisant un jargon juridique obscur tout en maintenant un contact visuel avec Eleanor. La salle devient mal à l'aise face à sa condescendance. Les jurés se remuent sur leur siège. En termes simples, insiste-t-il, regardant directement Eleanor, le sentiment communautaire ne peut pas prévaloir sur l'impact économique documenté dans les affaires de rezonage. Il marque une pause avec un sourire condescendant. Peut-être devrions-nous expliquer ce que signifie le précédent dans un contexte juridique, Madame Washington. La juge Maurice s'apprête à intervenir, mais Eleanor lève la main pour répondre. La décision de 2008 a clairement établi ce principe, insiste Bradley, plus fort. Je peux fournir des documents simplifiés si cela vous embrouille. Les dirigeants de Meridian ricanent. Olivia rougit de colère mais reste posée. Merci pour votre explication détaillée, Monsieur Thompson, dit Eleanor en se levant. Puis-je répondre à votre argument? Je vous en prie, fait un geste Bradley. Dans Baker contre Westfield, les preuves d'impact communautaire n'ont-elles pas été jugées irrecevables parce qu'elles avaient été recueillies après la demande de zonage? Bradley hésite. Eh bien, oui, mais, et la décision ne précisait-elle pas que les évaluations correctement menées avant la demande seraient recevables? Demande calmement Eleanor. C'est une simplification de la page 47, paragraphe 3, insiste Bradley. Voulez-vous la relire? Propose Eleanor. Je connais très bien, réplique Bradley sèchement. L'interprétation la plus large a été acceptée dans des décisions ultérieures. Quelle décision précisément? Appuie Eleanor. Bradley cite une affaire, mais elle souligne sa mauvaise interprétation. Il devient confus et finit par énoncer de travers la décision Baker. Je crois que vous vous trompez, corrige Eleanor poliment. La mémoire peut être peu fiable à votre âge, rétorque Bradley. Un murmure parcourt la salle. Monsieur Thompson, avertit la juge Maurice. Évitez les commentaires personnels. Toutes mes excuses, dit-il sans sincérité, puis cite avec assurance, le sentiment communautaire ne peut pas supplanter l'analyse économique documentée lorsqu'elle suit le protocole de la section 47B. Merci, Monsieur Thompson, répond simplement Eleanor, regagnant sa place. Bradley retourne en bombant le torse, adressant un sourire narquois au dirigeant de Meridian, persuadé d'avoir gagné. Eleanor chuchote à Olivia, dont les yeux s'écarquillent de surprise. Suspension jusqu'à 14 heures, déclare la juge Maurice. Dans la salle de consultation, Olivia marche nerveusement. Comment peux-tu rester si calme? As-tu entendu comment il a parlé? Eleanor écrit calmement dans son carnet. Il y a un temps pour les plaintes et un temps pour la stratégie. Mais mamie, assieds-toi, l'interrompt doucement mais fermement Eleanor. Prenant la main d'Olivia, elle se souvient. À 16 ans, ton professeur t'a dit que le droit n'était pas pour une femme noire. À la faculté, un professeur m'a demandé de servir le café. Quand j'ai terminé 3e de ma promotion, un associé m'a demandé si je tapais assez vite pour être secrétaire.
C'est pour ça qu'on devrait. Non, dit Eleanor. C'est pour ça que nous ne gaspillerons pas notre énergie dans l'indignation. J'ai gagné le respect en étant préparé. Monsieur Thompson nous a fait un cadeau aujourd'hui, il a révélé à quel point il est mal préparé. Tu savais que ça arriverait, souffle Olivia. Je le soupçonnais, admet Eleanor. Maintenant, va nous chercher à déjeuner. Je dois passer un appel. Seule, Eleanor compose un numéro. Une voix grave répond, Juge Washington, ça fait trop longtemps. Bonjour, mon vieil ami, sourit Eleanor. J'ai besoin que les transcriptions et les notes originales de Baker contre Westfield soient livrées dans la salle d'audience de la juge Morris. Un retour du passé, ricane la voix. Quelqu'un déforme notre travail? Délibérément, confirme Eleanor. Je les enverrai dans l'heure avec vos notes manuscrites? Parfait. Merci, Thomas. Pendant ce temps, Bradley se moque d'Eleanor à la cafétéria, imitant sa posture sous les rires. Vous avez vu son visage quand j'ai cité Baker? Classique. Ses affaires communautaires s'effondrent toujours. Quand Olivia revient avec des sandwichs, Eleanor révèle son plan. Olivia la fixe, stupéfaite. Tout ce temps, tu ne m'as jamais dit. Ce n'était pas pertinent pour ta progression en tant qu'avocate, dit doucement Eleanor. Un coursier livre une enveloppe scellée. Bradley se lève pour protester, mais la juge n'est pas encore revenue. Eleanor l'arrange calmement. Ils révèlent toujours leur vrai caractère quand ils pensent avoir déjà gagné, murmure-t-elle. L'audience reprend. Bradley appelle le docteur Alan Perkins, analyste économique. Perkins énumère ses titres, doctorat de Princeton, 20 ans d'expérience, études sur la gentrification. Il projette 320 emplois, 14,2 millions de dollars d'activité et 1,7 million de dollars de recettes fiscales. Olivia peine à le contester, Bradley objecte sans cesse. Elle cède. Eleanor se lève. Docteur Perkins, dans votre calcul, quel multiplicateur avez-vous utilisé? Standard 1,88, répond-il. Henderson McCall 2018? Oui. Ce modèle concernait le développement suburbain, pas le renouvellement urbain, note Eleanor. Elle poursuit, révélant des incohérences. Bradley l'interrompt avec colère. Modérez votre ton, monsieur Thompson, prévient la juge Morris. Eleanor demande à Perkins d'écrire la formule. En la révisant, elle souligne, vous avez utilisé la variable de propriété commerciale au lieu de résidentielle. Cela gonfle les prévisions fiscales d'environ 24%. Êtes-vous d'accord? Perkins blêmit. Bradley bondit. Redirect, votre honneur. Tandis qu'il s'agite, Eleanor sort discrètement un document de l'enveloppe scellée. Plus tard, Olivia et Eleanor appellent le docteur James Harrington, histo. Rien. Il témoigne que le centre communautaire a servi les entrepreneurs noirs depuis 1953, abritant la première banque appartenant à des noirs, des avocats des droits civiques et soutenant 27 petites entreprises. Bradley interrompt, n'est-il pas vrai que le bâtiment n'a aucune importance architecturale? Pas inscrit au registre national? Non, mais, commence Harrington. Donc pas de fondement suffisant pour une protection, selon Williams contre Metropolitan Development, insiste Bradley. Objection, dit calmement Eleanor. Il déforme l'affaire. Bradley ricane. Je connais bien Williams. Elle a jugé que l'importance historique sans valeur architecturale ne pouvait empêcher un raisonnage. Votre honneur, explique Eleanor, cette décision distinguait l'association historique générale de la signification culturelle documentée. Cette dernière, précisément ce à quoi notre témoin se réfère, était protégée. La juge Morris accepte sa documentation. Bradley vacille brièvement, puis ricane. L'âge de Madame Washington doit affecter sa mémoire. Monsieur Thompson, s'emporte la juge Morris. Excusez-vous immédiatement. Bradley marmonne des excuses, puis chuchote à son collègue, nous discréditerons la vieille dame pendant la pause. Le greffier note expressément ces paroles. Le lendemain, Bradley arrive avec son associé principal, Harold Blackwell, qui observe depuis le public. Bradley appelle Robert Jeff, urbaniste, qui témoigne que le centre enfreint 17 points de code, avec 2,4 millions de dollars de coûts de remise en conformité. Olivia procède au contre-interrogatoire, suggérant une mise en conformité progressive. Bradley objecte souvent, ébranlant sa confiance. Eleanor demande à poursuivre. Votre honneur, dit Bradley d'un ton moqueur,
peut-être que Madame Washington devrait laisser un véritable avocat s'en charger. Dernier A. Avertissement, Monsieur Thompson, prévient froidement la juge Maurice Pointe. Eleanor interroge Jeff et révèle qu'il n'a jamais inspecté personnellement le site, s'appuyant sur des rapports obsolètes. Bradley insiste. Comme l'a établi Baker contre Westfield, la conformité au code prime sur la désignation historique lorsque la sécurité publique est en jeu, il lit soigneusement. Quand des préoccupations de sécurité apparaissent, la désignation historique est secondaire, surtout si les coûts de remise en conformité pèsent sur les contribuables. Il adresse un sourire narquois à Eleanor. Ce précédent est clair. Puis-je répondre, Votre Honneur, demande Eleanor. Je vous en prie, fait un geste Bradley Point. Vous avez cité Baker contre Westfield avec exactitude, dit Eleanor. Mais vous avez omis le paragraphe suivant, qui crée une exception pour les bâtiments culturellement significatifs si la rénovation est déjà en cours. Exactement notre situation. Bradley se reprend vite. L'exception que Madame Washington cite ne s'applique pas. Comme établi dans l'amendement Turner, les plans de rénovation doivent avoir obtenu un financement complet avant la demande, ce que le centre communautaire n'a pas, sa voix résonne avec assurance, défiant Eleanor de répondre. Ses yeux se plissent. Il n'existe aucun amendement Turner à Baker contre Westfield, Monsieur Thompson. La salle d'audience tombe dans le silence. Bradley force un sourire. Madame Washington, l'amendement Turner est un précédent bien établi. Peut-être qu'à votre époque c'était différent, mais le droit moderne de la propriété est clair. Je sais avec une certitude absolue qu'un tel amendement n'existe pas, réplique Eleanor d'une voix ferme. Bradley rit, se tournant vers la juge Maurice. Votre Honneur, c'est pour ça que les attaches émotionnelles ne devraient pas entrer en ligne de compte dans la loi. Le ton d'Eleanor se durcit. Je le sais parce que j'étais avocate principale dans Baker contre Westfield. J'ai rédigé l'opinion majoritaire en tant que juge à la Cour suprême de l'État. Des exclamations éclatent. La juge Maurice appelle au calme. Eleanor présente des documents, titres, photos, articles de journaux retraçant sa carrière. Avant d'ouvrir le centre communautaire, j'ai exercé le droit pendant 40 ans, dont 12 à la Cour suprême de l'État. J'ai quitté mes fonctions il y a 5 ans pour servir ma communauté. Bradley fixe, blême. Je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant parce que vous n'avez pas fait de recherche, l'interrompt Eleanor. Vous avez vu une femme noire âgée et supposé l'incompétence. La juge Maurice lui demande pourquoi elle n'a pas révélé son passé plus tôt. Je voulais que notre affaire soit jugée sur ses mérites. Mais les fausses représentations de Monsieur Thompson m'ont obligé à clarifier les faits. Bradley tente de s'excuser. Eleanor l'arrête doucement. Le respect ne devrait pas dépendre des titres. Chaque personne mérite la dignité. Bradley se tait, même son associé s'écarte de lui. Eleanor conclut. Je ne partage pas cela pour l'embarrasser, mais pour garantir que la loi s'applique équitablement, pour protéger tout le monde. Elle glisse un dernier document à Olivia. La juge Maurice annonce une suspension. Point dehors, l'associé principal de Bradley, Harold Blackwell, fulmine. Vous vous êtes moqué de la juge Washington, l'auteur de la loi sur la préservation historique. Son portrait est accroché dans notre salle de conférence. Je ne savais pas, balbutie Bradley. Parce que vous n'avez pas fait la moindre diligence de base, siffle Blackwell. Point et au retour à l'intérieur, Olivia étudie le document qu'Eleanor lui a donné, des dossiers prouvant que Meridian a systématiquement ciblé des propriétés appartenant à des Noirs, les achetant en dessous du marché tout en surpayant dans les quartiers blancs via des sociétés écrans. Lorsque l'audience reprend, Olivia présente le table. Oh. Blackwell demande un aparté. Meridian retirera sa plainte. Pas suffisant, réplique Eleanor. Les preuves montrent un schéma plus large. Blackwell demande 48 heures pour des négociations de règlement. La juge Maurice accepte. 2 jours plus tard, en chambre, Meridian propose retrait de la plainte, 500 000 $ pour les rénovations, un audit indépendant, un conseil consultatif communautaire et un financement pour des apprentissages d'entrepreneurs issus des minorités. Eleanor ajoute une condition, la responsabilité de Bradley Thompson. Quelques semaines plus tard, Bradley se présente devant le comité disciplinaire du barreau de l'État. Les charges, fausse représentation d'un précédent, préjugés liés à l'âge et à la race, conduite indigne. Eleanor témoigne calmement. Il a inventé un amendement Turner inexistant, cité des affaires de manière erronée, et insinué que mon âge nuisait à ma mémoire. Lorsque Bradley témoigne, il abandonne ses remarques préparées. La vérité, c'est que j'ai vu une femme noire âgée et j'ai supposé qu'elle était peu instruite.
Je n'ai jamais pris la peine de faire des recherches, parce que je pensais qu'elle ne le méritait pas. Le juge Peters prononce la sanction. Suspension de 6 mois, 200 heures de formation en éthique, 400 heures de service communautaire au centre d'Eleanor, et supervision lors de sa réintégration. Après l'audience, Bradley s'approche d'Eleanor. Je suis désolé. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de la façon dont j'ai traité un autre être humain. J'ai échoué en tant qu'avocat et en tant que personne. Les excuses comptent moins que le changement de comportement, répond Eleanor. Vous aurez l'occasion d'apprendre au centre communautaire. 6 mois plus tard, Bradley arrive pour son premier jour de service, ignorant qu'Eleanor a conçu un programme pour lui. L'affaire Eleanor Washington déclenche une réforme à l'échelle de l'État. Le barreau forme un comité sur les préjugés dans la justice, avec Eleanor comme présidente honoraire. Nous devons examiner non seulement la discrimination manifeste, mais aussi les biais subtils, leur dit-elle. Les facultés de droit ajoutent l'affaire à leur programme d'éthique. Eleanor intervient dans des conférences aux côtés d'Olivia. Ma grand-mère m'a appris que la connaissance juridique ne suffit pas, dit Olivia aux étudiants. Elle doit être associée à la dignité, à la préparation et au respect. La justice exige de reconnaître l'humanité de chaque personne qui entre dans une salle d'audience. Après le règlement, Meridian Développement se transforme, créant un conseil consultatif représentatif. Nous avons restructuré notre approche de l'engagement communautaire, déclare le nouveau responsable auprès des journalistes. Notre ancien modèle valorisait l'efficacité plutôt que l'inclusion, mais il échouait sur les deux plans. Bradley Thompson, après sa suspension, reprend sa pratique en homme changé. Au centre communautaire, dans la clinique juridique, il a vu comment les tactiques d'intimidation comme les siennes bloquent l'accès à la justice. Il commence à offrir des services pro bono en droit du logement. Travailler ici m'a montré des obstacles que je n'avais jamais vus dans la pratique en entreprise, admet-il lors d'une table ronde du barreau. Une revue juridique analyse l'affaire, soulignant comment les biais minent la justice. Des avocats reconnaissent en privé avoir décelé ces mêmes tendances en eux-mêmes. La pratique d'Olivia grandit. Connue pour allier droit de la propriété et droit civique, elle engage 2 associés et ouvre de plus grands bureaux. Eleanor utilise sa tribune pour promouvoir des réformes dans l'enseignement juridique. Une connaissance technique sans compétences culturelles forme des avocats qui peuvent gagner des affaires mais échouer à la justice, témoigne-t-elle. 1 an plus tard, le Westside Community Center ouvre. La lumière du soleil traverse les vitraux restaurés tandis que les voisins célèbrent. Eleanor, 73 ans, se tient près du buffet, canne à la main, cheveux argentés soigneusement attachés. Justice Washington, dit une voix. Elle se retourne et voit Bradley Thompson, vêtu simplement, attitude humble. Monsieur Thompson, acquiesce-t-elle. Je vois que vous aidez au programme d'alphabétisation. Oui, répond-il. J'ai enseigné la recherche juridique aux étudiants. Ce qui avait commencé comme un service imposé est devenu du bénévolat. Il lui tend une enveloppe, une demande de mentorat. Pourquoi moi? Demande Eleanor. Parce que le vrai changement ne réside pas dans les grands gestes, répond Bradley. Il se trouve dans les choix quotidiens, la façon dont on traite les gens quand on n'a rien à y gagner. Elle l'observe. Le mentorat se mérite par des actions constantes. Nous nous rencontrerons chaque mois et verrons où cela mène. De l'autre côté de la salle, Olivia accueille les visiteurs de la nouvelle clinique juridique. Plus tard, elle rejoint Eleanor sur le jardin en terrasse tandis que le coucher de soleil colore la ligne d'horizon. Regrettes-tu de ne pas avoir révélé tes titres plus tôt? Demande-t-elle. Parfois, les gens doivent affronter leurs propres suppositions pour apprendre, sourit Eleanor. Si j'avais annoncé mon parcours, Bradley m'aurait peut-être mieux traité mais il n'aurait pas changé. Maintenant, il remet en question non seulement la façon dont il m'a traité, mais aussi la façon dont il traite tout le monde. Elle serre la main d'Olivia. La vraie justice ne consiste pas à gagner des affaires. Elle consiste à transformer les systèmes qui les rendent nécessaires. Le respect ne doit pas venir des titres, mais être accordé à tous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de révélation, abonnez-vous à BitStories. Nous racontons des récits de personnes sous-estimées qui gagnent le respect qu'elles méritent. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer nos nouvelles parutions chaque mardi et vendredi. Chez BitStories, nous archivons le courage car plus nous le partageons, plus il devient impossible de l'ignorer.